J'avais quelques personnes qui me disaient arrête tes conneries, qu'est-ce que tu fais? Tu vas avoir un bac plus 5, tu vas bien gagner ta vie, c'est ce qu'il faut. Ça, j'écoutais pas trop. Donc, pour la première année en 2019 sur Amazon, on a fait 200 000 € de chiffre d'affaires. C'est vraiment en 2020, pendant le Covid, où ça a pété. On a tapé les 2 millions de chiffre d'affaires. Et en fait, à ce moment-là, j'ai repensé un peu j'avais un article qui interviewait les personnes âgées sur le point de décéder, leur demandant leurs regrets. Et leurs regrets, c'était vraiment d'avoir passé toute leur vie à travailler et pas assez de temps avec leur famille, leurs amis. Et vraiment, moi, je me suis dit, à partir de ce moment-là, ok, je veux pas de regrets dans ma vie, faut tester. Des fois, on le vendait à des prix indécents. On le vendait 5 fois le prix qu'on le vend aujourd'hui. Et ça partait, on avait la rupture de stock. Et là, on attaque 2024 avec les bouchées doubles, où là, actuellement, on va faire du 500 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Normalement, on devrait taper au minimum les 6 millions. Salut Alexandre, merci d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire quel âge tu as, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok, donc moi j'ai 29 ans, je suis en région parisienne, un peu là où il y a la grisaille. Ça change du coup? Ouais, du coup là, le cadre est incroyable. Avant, j'étais en école d'ingénieur dans le bâtiment, donc j'étais en alternance, donc vraiment à travailler dans la vraie vie, la vraie rat race pour le coup. Et du coup, j'ai commencé le business Amazon pendant mes études. Donc en deuxième année, je crois, d'école d'ingénieur, j'ai commencé avec un très bon ami à moi. Et depuis, j'ai fini mes études. J'ai pas eu de diplôme, mais j'ai eu un business Amazon qui fonctionne vraiment bien. Et du coup, aujourd'hui, je fais ça à plein temps. Ok, et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et est-ce que tu peux nous partager ton parcours en tant qu'e-commerçant, donc les grandes étapes clés, et à quel moment tu es arrivé à vendre sur Amazon FBA? Mars 2018, on commence le dropshipping. On veut devenir riche avec mon très bon ami. C'était ça l'idée totalement. Du coup, on se renseigne un peu sur comment vendre en dropshipping. 2018, on gagne pas, on perd pas. Donc c'est la première année, ensuite on trouve un produit gagnant, c'est un peu plus d'argent. 2019, on commence à parler un peu d'Amazon, on commence à essayer de vendre un petit peu sur Amazon. Et puis là, le train est lancé et on commence à... Donc depuis 2019, tu vends sur Amazon. Comment tu avais entendu pour la première fois parler d'Amazon et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de vendre sur Amazon puisque tu vendais d'abord sur ton propre site e-commerce? Qu'est-ce qui t'a décidé à passer sur une plateforme? Tout simplement, en pause café, j'ai un collègue qui m'a parlé d'Amazon. Pendant tes études là? Exactement. Ouais. J'étais en entreprise et on me dit oui, mais sur Amazon, c'est des vendeurs un peu comme toi et moi qui vendent. Je dis ah bon, ok, je sais pas, je vais essayer, un peu naïf. Si on peut gratter une vente ou deux, pourquoi pas? Et du coup, j'ai commencé à créer le compte comme ça, en auto-entrepreneur, et à mettre le produit en vente. Et une vente au début, une vente par jour, 2 ventes, 3 ventes, 4 ventes. Et après, on a vu un peu la puissance et on s'est dit, OK, ça se passe sur Amazon en fait. Et à ce moment-là, ça commençait déjà à prendre le dessus sur ton site e-commerce ou pas? Au tout début, non. Okay. Parce qu'on faisait plus de pubs sur notre site e-commerce. Amazon, c'était vraiment à côté. On ne connaissait pas vraiment, on n'était pas formé encore à vendre sur Amazon. Parce que quand tu t'es lancé, tu n'avais pas suivi la formation, c'est ça? Ça a été après que tu as après, j'ai suivi la formation vraiment pour bien tout optimiser et bien voir comment ça se passait. Mais ouais, au début, on était plus Amazon, c'est bien. On fait quelques ventes. Et ensuite, en fait, ça a fait effet boule de neige et ça a pris de la valeur avec le temps. On s'est rendu compte qu'en fait, les gens préféraient aller acheter le produit sur Amazon que sur notre site internet. Et du coup, on s'est dit, maintenant, on passe en full-time Amazon. Et est-ce que tu avais des appréhensions avec le fait de te lancer dans le business, que ce soit quand tu as lancé ton site ou même Amazon? Est-ce que tu avais des craintes? Est-ce qu'il y avait un regard des gens autour de toi, peut-être? Du fait que tu faisais tes études, tu t'es peut-être dit, c'est dommage, j'ai étudié et finalement, je ne vais pas utiliser puisque je vais me lancer dans un business. Pour le coup, non, j'étais vraiment sûr que j'allais réussir, qu'il fallait qu'on réussisse. Okay. Mes études, mon alternance, tout ça, ça m'avait montré que je voulais vraiment pas faire ça. Donc j'ai fait toutes ces études, pas pour rien, pour vraiment savoir que c'est pas pour moi. Et du coup, je me suis dit, ça sert à rien d'avoir le diplôme de toute façon. Est-ce qu'il y a quelque chose dans tes études d'ailleurs qui a été utile sur Amazon ou pas spécialement? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Et non, pas spécialement, non. C'était trop éloigné en termes de thématiques. Ouais, c'est trop éloigné et ça me donnait plus juste la motivation vraiment de comprendre que c'est pas pour toi. Et du coup, au niveau de l'entourage, des gens qui étaient autour de toi quand tu t'es lancé, est-ce qu'il y avait des critiques ou de la pression? Non, pas spécialement. J'avais mes parents qui étaient tout le temps derrière moi. Vraiment, depuis j'ai mes 15 ans, je crois, je leur dis qu'on peut faire de l'argent avec Internet. Alors que je n'avais jamais fait. Donc tout le temps derrière moi, ils me disaient même, si t'aimes pas tes études, arrête. Ok. Je dis bon, quand même. Conciliant. Voilà. J'avais quelques personnes qui me disaient arrête tes conneries, qu'est-ce que tu fais? Tu vas avoir un bac plus 5, tu vas bien gagner ta vie, c'est ce qu'il faut. J'ai ça, j'écoutais pas trop. Et après, j'avais sinon mon école qui, elle, me convoquait
à tout va pour me dire Alexandre, c'est pas le moment de faire son business. Parce que tu Arrête faisais ton ça. business en simultané en même temps que tu étais à Exactement. l'école. Donc, Exactement. Et comme j'avais des notes un peu moyennes, j'étais autour de 10. Mais je m'en sortais, c'était pas un souci. Je suis bosseur. Mais quand je leur ai expliqué, oui, mais vous savez, je fais un business. C'est bien, normalement, poussez-moi, vous allez avoir un élève qui fait un business quand même. Et non, convoqué par la directrice, arrête ça tout de suite, c'est pas maintenant, ce sera plus tard. eh ben, on salue la directrice. Je pense que tu as pris une bonne décision ce jour-là. Ouais, clairement la meilleure décision de ma vie. Où est-ce que tu en es actuellement dans ton business pour qu'on plante un petit peu le décor en termes, on va dire, de chiffre d'affaires annuel, si tu peux nous dire un peu les paliers depuis 2019 et puis peut-être un peu le CA mensuel actuel pour qu'on voit la taille de ton business. Donc pour la première année en 2019 sur Amazon, on a fait 200 000 € de chiffre d'affaires. C'est vraiment en 2020, pendant le Covid, où ça a pété. On a tapé les 2 millions de chiffre d'affaires. Donc vraiment incroyable. Une Joli année x10, ouais, ça devait être assez incroyable. incroyable. Dur à gérer, j'imagine aussi, par contre. Ouais, Niveau cash. dur à gérer, beaucoup de ruptures de stock. On aurait pu faire plus, mais on n'était pas préparé à une situation comme ça, un peu comme tout le monde. Ouais. 2021, 2 500 000. Donc là, encore, ça augmente. Donc, Progression, ouais. incroyable. 2022, on stabilise à 2 500 000. Ok. Et 2023, on augmente un petit peu, 2 800 000 € de chiffre d'affaires. Et là, on attaque 2024 avec les bouchées doubles, où là, actuellement, on va faire du 500 000 € de chiffre d'affaires Mensuel. Donc là, normalement, on devrait taper au minimum les 6 millions. On espère pouvoir faire plus. On a des petites stratégies. Mais ouais, le train, là, il est bien lancé. Il est bien lancé, là. Et surtout, là, tu repars dans une dynamique de grande croissance. On va dire que tu as eu la première année jusqu'à la deuxième. Là, tu as fait le x10. Après, ça s'est un peu stabilisé. Enfin, c'était des croissances de 10-20%, ce qui est pas mal, mais ce n'était pas aussi exponentiel que ce que tu as pu avoir la première année à la deuxième. Et puis là, on repart sur une grosse dynamique. Là. Enfin, tu vas doubler, plus de doubler ton business cette année, normalement, si tout va bien. En termes de profit, tu peux nous dire un petit peu ce que ça donnait, parce que je crois que ça a oscillé en fonction des années. Ouais, ça a pas mal oscillé suivant la concurrence, en fait. Au début, voilà, nos produits, on le vendait très cher, on n'avait pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de stock. Et il y avait de la demande, mais pas de concurrence. Donc du coup, au début, on devait être à des 30% de marge, voire plus sur certaines marketplaces quand même. Okay. Et au fur et à mesure du temps, on est descendu. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 15%. Donc ça reste quand même pas mal, parce qu'on fait. Ouais, à la toute fin, forcément, sur un volume plus gros, même si la marge a descendu, ça te laisse quand même plus dans la poche. Et du coup, tu as combien de produits pour faire ce chiffre d'affaires ? Alors, au début, on a commencé avec un produit. Ensuite, on a rajouté une variation. Mais en soi, c'est quasiment le même produit. Donc, c'est quasi un produit. C'est quasiment un produit. Voilà. C'est vraiment une page produit avec un petit bouton pour sélectionner la variation. Mais en soi, c'est un produit, on peut dire, de... C'est un seul même listing du coup. Ouais. Exactement, un seul et même listing. Ok, et le split en termes de vente, c'est quoi sur ces deux produits ? C'est à peu près la même chose. 50-50 ? Ouais, à peu près. Ça dépend des marketplaces, mais ouais, ça va être à peu près la même chose. Sachant qu'il y a un produit quand même qu'on vend un peu plus cher, du coup, dû à la variation. Mais ouais, c'est 50-50. Et sur combien de marketplaces tu vends pour générer tout ce chiffre d'affaires ? Donc, actuellement, on vend principalement en Europe et aux États-Unis. Ok. On commence à se développer au Canada, où il y a une demande aussi, au Brésil. On a pas mal vendu aussi au Japon et en Australie, où il y a une bonne demande. Mais suivant les stocks qu'on avait, on s'est dit on va se concentrer sur ce qui rapporte le plus. Vous ne pouvez pas être partout forcément. Exactement. Et puis vu la croissance, niveau cash flow, il faut que vous fassiez des choix. Exactement. Donc Europe, États-Unis, ça nous rapporte le plus. On continue là-dessus. Et puis voilà. Et pour la petite anecdote, j'ai vendu sur... Ozon, je sais même pas comment ça se prononce, en Russie. C'est une marketplace. C'est une marketplace, en fait, c'est le concurrent d'Amazon, si on peut appeler ça comme ça, en Russie. Donc j'ai expédié quelques colis. Ils ont également un système comme FBA, si je dis pas de bêtises. Ils en ont aussi, mais c'est très compliqué à utiliser quand même. C'est fait pour les Russes. C'est là où on voit qu'Amazon est vraiment... Ouais, Amazon, c'est vraiment un mastodonte. Et facile à utiliser, on va dire, pour un débutant. Quand on compare les autres plateformes qui essaient de faire des copies d'Amazon, c'est pas au niveau encore. Ouais, totalement. J'ai même vendu sur eBay aussi, toutes les petites marketplaces comme ça. Okay. Et le volume n'est pas pareil et c'est plus compliqué quand même que Amazon. Amazon a vraiment bien fait les choses. Du coup, tu te spécialises vraiment full Amazon. Ouais. Et là où le plus gros de ton argent vient, c'est donc États-Unis et Europe. C'est là où tu te concentres le plus. Exactement. Tu peux me dire à peu près, en termes de split, le pourcentage que ça représente? Alors, États-Unis, ça va être 55, VS Europe, où ça va être 45%. Ok. Voilà, en pourcentage, effectivement. On a beaucoup plus de volume aux États-Unis, moins de volume en Europe, mais une plus grosse marge, qui a moins de concurrence en Europe qu'aux États-Unis. Donc voilà, ça se compense. Okay. Et vous aviez fait aussi plus de publicité en Europe quand vous êtes lancé, etc. Plus de publicité en Europe, voilà, comme on est il y a plus de traction pour vous, peut-être en Europe. Okay. Exactement.
Intéressant, mais en tout cas, belle performance sur les US également, même si vous êtes un peu moins développé là-bas. Et au-delà des marketplaces, tu continues à vendre également sur ton site web? Oui, continuer à vendre sur le site web, c'est plus pour une image de marque. Ok. Là, on commence à reprendre. On a délégué ça à une agence pour tout ce qui est publicité, refonte du site, tout ça. Mais ouais, niveau volume, niveau quantité de vente, Amazon, il explose tout. Donc, on s'est vraiment concentré sur Amazon, loi de Pareto. Je vais pas la refaire, on l'entend partout. Voilà. Et ça représente quoi les ventes de ton site versus ton business Amazon FBA? Je pense à 1%. Ouais. 1%, ouais. Après, peut-être qu'en faisant tous les efforts que tu vas faire là avec les agences, etc., tu pourras remanger des parts, mais c'est un rouleau compresseur Amazon à côté. Exactement, c'est ce qu'on espère. Donc, pour ça, on a délégué un petit peu parce que ça prend plus de temps aussi de gérer un Shopify qu'un Amazon. Et du coup, pour monter un business à cette taille-là, quel a été le budget de départ que vous avez utilisé? Le budget de départ, c'était environ de 5 000 euros, 5 000 $. Ok. Donc, sachant qu'il fallait qu'on crée un mold, un moule. Exactement, un moule. C'est pas grave. Et une petite quantité de produits pour vous lancer, pour tester. Pour le tester. Je me rappelle avoir eu mon pote au téléphone qui me dit, bon voilà, ça coûte quand même 5 000 euros, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, à ce moment-là, j'ai repensé un peu, j'avais un article qui interviewait les personnes âgées sur le point de décéder, leur demandant leurs regrets. Et leur regret, c'était vraiment d'avoir passé toute leur vie à travailler et pas assez de temps avec leur famille, leurs amis. Et vraiment, moi, je me suis dit à partir de ce moment-là, OK, je veux pas de regrets dans ma vie, faut tester. Au final, 2 500 euros, pour moi, c'est beaucoup d'argent. Je partirai pas en vacances, c'est pas grave. On teste et pas de regrets. Une des meilleures décisions de ta vie, finalement. Une des meilleures décisions. Il était totalement d'accord avec moi. Il m'a dit, OK, on part dessus. De toute façon, moi, je ne vais pas avoir de regrets. Vas-y, on y va. Top. Et donc, c'est avec ça que vous avez lancé la première commande de 100 unités, plus le moule, c'est ça? Ça comprenait tout ça, les 5000? Exactement. Et par contre, il y avait d'autres unités qui n'étaient pas assemblées, c'est ça? Exactement. En fait, de base, on devait produire 1000 pièces. Donc, le Chinois nous a un peu prévenu au dernier moment. Et du coup, on a essayé de négocier. On a dit, bon, vous en fabriquez uniquement 100. Les autres pièces qui sont des pièces détachées, vous les montez pas. Il les laisse non assemblées et c'est ce qui t'a permis de descendre le prix. Et ensuite, quand tu as voulu prendre les 900 de plus, tu as dû repayer, c'est ça, pour qu'ils les assemblent? Exactement. Donc, il y avait moins la main-d'œuvre, etc. Ça faisait pas mal d'économies. Comme ça, on pouvait tester le produit directement. Alors, sans nous dire ta niche, est-ce que tu peux nous parler de comment tu as trouvé ce produit justement que tu vends sur Amazon? Mon associé, mon ami, il avait un produit qu'il utilisait au quotidien. Vraiment un produit gagnant-gagnant qu'il avait importé des États-Unis. Donc, il l'avait commandé sur le site internet d'un Américain. Il l'avait payé super cher, mais vraiment rentable le produit. Et du coup, tous nos amis l'utilisaient aussi. Et il m'a dit, OK, je suis sûr de moi, ce produit, il va fonctionner. Il faut qu'on teste, il faut qu'on teste. Et ça existait en France, ce produit, ou pas du tout? Pas du tout. Ouais. En Europe, personne ne le vendait, uniquement aux États-Unis. Ça avait l'air de bien fonctionner. Un site vite fait, bien fait aux US. On dit, bon, OK. On va sur Alibaba, on va contacter tous les Chinois. On veut ce produit-là. On a trouvé un producteur, on nous dit, OK, nous, on peut le faire. Voilà le prix, envoyez-nous le produit, on va regarder. Parce qu'à la base, ce produit-là, si tu tapais le mot-clé sur Alibaba, il n'y avait personne qui le produisait. Il fallait que tu trouves une usine qui faisait des trucs similaires pour pouvoir le produire, c'est ça? Exactement. AliExpress, Alibaba, on a fait toutes les recherches possibles. Ce produit n'existait pas. Il avait un bon producteur avec un bon contrat et impossible de le trouver. Sachant qu'il le vendait depuis au moins 7-8 ans. Donc c'est un produit qui est sorti dans les années 2010, quoi? 2010, c'est ça. Ok. La première version du produit, 2010, et ensuite il y a eu des évolutions. Du coup, nous, on a contacté le Chinois, nous l'a produit. Au début, très satisfait. Premier produit qu'on produit, incroyable. En réalité, la qualité n'était pas incroyable. En fait. Mais comme c'est ton premier produit, tu es fier et tout. Tu es content, tu te dis, c'est moi qui ai fait ça. Exactement, une grande fierté. Et est-ce que tu peux nous parler de comment tu as élaboré le produit? Est-ce que tu as apporté des améliorations par rapport à ce produit qui était déjà en vente aux États-Unis? Est-ce que tu as ajouté quelque chose niveau marketing, packaging, fonctionnalité? La première version, identique. Okay. C'est pas cassé la tête. T'as pas réinventé la roue. Exactement. Ensuite, on a commencé à mettre des matériaux de meilleure qualité, parce qu'on voyait que les clients se plaignaient de certains matériaux. On se demande encore comment ça se fait qu'après 8 ans, ils le vendaient toujours comme ça. Toujours comme ça. Du coup, on les a améliorés. Donc là, actuellement, notre produit est de meilleure qualité que le sien. Okay. Packaging, mon associé est vraiment très fort sur ça, perfectionniste un peu comme toi. Sur le packaging, tout ce qui est vidéo YouTube, Instagram, photos, il est vraiment incroyable sur ça. Et lui, il a vraiment travaillé sur l'image de marque. Et en fait, c'est ça où vraiment on est allé au bout du bout. On l'a amélioré, on l'a poussé au maximum. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les personnes connaissent notre marque et des fois même nous en parlent alors qu'ils ne savent pas que
Que c'est à vous, la C'est à marque. nous. C'est que vous avez très bien fait le travail si vous avez touché aussi large sans que les gens sachent que c'est vous derrière. Du coup, ça a l'air d'être un produit qui est assez complexe, assez unique. Est-ce que vous avez utilisé des stratégies pour le protéger, pour justement garder ce côté où vous êtes les seuls sur le marché à le vendre? Totalement. Notre premier instinct nous disait qu'il faut protéger ce produit. Donc, on l'a directement breveté, donc sur WIPO, donc breveté sur toute l'Europe. On l'a aussi fait le brevet en Chine. Donc, ça, on l'a sous-traité à un contact qu'on a trouvé sur Google. Et en fait, on avait une alarme où tous les jours, le matin, je vérifiais sur Alibaba. Sur Alibaba que le produit n'était pas en vente. Si je le voyais en vente, eh bien, j'allais sur une plateforme spéciale d'Alibaba pour demander la suppression. Faire un claim. Faire un claim, exactement. Et en fait, au bout de 2 jours, Alibaba supprimait le produit parce qu'ils voyaient qu'on était les propriétaires du brevet. Et en fait, pendant des années, j'ai supprimé des centaines d'annonces de ce produit-là. Donc, tu t'es acheté de la tranquillité avec ces brevets que tu as déposés pendant des années. Et ça t'a coûté combien de les déposer? Alors, un brevet pour WIPO, c'est très rapide. En une semaine, c'est fait. Ça nous a coûté 300 €. Ok. Ensuite, il y a un mois où, en fait, n'importe qui peut venir contester le brevet. Ouais. Bon, si personne n'est au courant, personne ne conteste. En Chine, c'est un peu plus compliqué. Ça nous a coûté à peu près 900 €. Ok. Ça met 4 à 6 mois à être validé. Mais bon, ça, on a préféré le sous-traiter parce que tout ce qui est en Chine, c'est un peu compliqué à faire. Tous les formulaires doivent être en chinois. Enfin, ça doit être un calvaire. C'est un calvaire. Ouais, ça vaut pas le coup, ça vaut pas votre temps. Et du coup, quand tu faisais les claims sur Alibaba, c'est avec le brevet chinois, par contre, que tu faisais ça, ou c'est le WIPO? Et curieusement, pas avec le brevet chinois, c'était avec le brevet WIPO qui fonctionnait le mieux. Ok. Donc, au début, ça paraît pas... C'est pas intuitif, oui. C'est intuitif, mais non, le brevet à WIPO qui fonctionnait parfaitement. Le brevet chinois, c'était plus pour mettre une petite pression aux Chinois sur Alibaba. On le contactait directement. Avant de faire la claim sur Alibaba, on contactait le Chinois, on disait on a le brevet, regardez, brevet européen, brevet chinois, enlevez ça tout de suite, sinon en fait on va vous faire un report et votre compte il risque d'être banni, d'avoir une pénalité. Donc ça, la plupart du temps, ça suffisait? La plupart du temps, ça suffisait. Je faisais la réclamation quand même. S'il ne la supprimait pas un temps, c'était tant pis pour lui. Mais ouais, ça fonctionnait pas mal. Et j'ai oublié de te demander tout à l'heure, quand tu parlais du budget de départ, je suis désolé, on revient un petit peu en arrière, mais tu disais que tu avais commencé avec à peu près 5 000. Ensuite, la croissance de ton business, tu l'as soutenue avec les bénéfices de ton business ou tu as réinvesti de ta poche de l'argent? Uniquement avec les bénéfices. Donc sur Shopify, au début, ça allait un peu plus vite de récupérer l'argent parce qu'Amazon, lui... La boucle est plus rapide sur Shopify. Exactement, la boucle est plus rapide. Du coup, on réinvestissait comme ça. C'est pour ça aussi qu'on vendait le produit un peu plus cher. Pour en fait limiter les ventes. On était obligé de limiter. Des fois, on le vendait à des prix indécents. On le vendait 5 fois le prix qu'on le vend aujourd'hui. Wow. Et ça partait, on avait la rupture de stock quand même. Donc, ok, forte demande sur ce produit, pas de compétition. Forte demande. Incroyable. Si j'avais eu plus d'argent, peut-être j'aurais été plus loin. Juste avec les bénéfices du produit, on arrivait en fait à grossir, à avoir une bonne croissance sur le long terme. Mais du coup, il y a dû avoir pas mal de ruptures, de choses comme ça, forcément. On a eu pas mal de ruptures, pas mal aussi de problèmes au niveau de la qualité au début avec Amazon. Voilà, on connaissait pas trop, le temps de se mettre bien en place. Ensuite, petit à petit, on s'est fait un peu plus d'argent, ça a grossi. Et le produit, aujourd'hui, pareil, on a toujours des risques de rupture parce qu'on fait toujours plus en plus de ventes. Donc en fait, le problème qu'il y a 4-5 ans en arrière, c'est toujours le même aujourd'hui. Le cash flow, c'est toujours le nerf de la guerre dans un business comme ça. Exactement. Et du coup, combien de temps ça t'avait pris entre le moment où ton ami il trouve le produit, vous commencez tous à l'utiliser, vous trouvez ça génial, vous vous dites « Ok, on va faire un business de ce produit ». Donc entre le temps où vous concrétisez l'idée que vous allez faire un business et le moment où c'est la première vente, soit sur le site e-commerce ou sur Amazon, pour qu'on ait un peu un ordre d'idée de combien de temps ça met à développer un produit comme ça. Alors, mon associé, il avait déjà le produit 1 an avant qu'on pense à faire un business. Donc ok, mais à la base, juste en tant qu'utilisateur, il n'était pas en train de se dire... Exactement, okay. Juste utilisateur, le produit vraiment trop bien. Ensuite, quand on a commencé à vouloir le produire, à trouver le fournisseur, ça nous a pris 4 bons mois. Okay. Vraiment... tranquillement pour bien être sûr de bien le produire, qu'on ait l'argent, qu'on ait les fonds nécessaires. J'imagine que vous avez fait des échantillons, il y a eu des allers-retours avec les usines? Il y a eu un seul échantillon. Ok. Voilà, en fait, on leur a passé le produit. Ils nous ont renvoyé le même Donc produit. Vous avez avec donné le produit de l'américain, c'est ça? Exactement. Vous leur avez envoyé pour le copier? Exactement, on l'a envoyé par la poste, okay. Ma classique. Ils nous ont dit ok, pas de souci, ils ont fait le même avec notre logo. On l'a reçu, on a dit incroyable, c'est parfait.
on y va. Ça part en prod. Mais en fait, la qualité était un peu so-so finalement. Du coup, tu as lancé ta première commande. Mais par contre, la qualité était pas terrible à tes débuts. Et tu as mis combien de temps avant de te décider à faire un upgrade au niveau de la qualité sur ton produit? Alors, on a mis 1 à 2 ans pour améliorer le produit. En fait, au début, on avait peur que le produit se retrouve dans les mains d'autres fournisseurs chinois et qu'en fait, on se fasse copier. Même si on avait le brevet, c'était un risque qu'on ne voulait pas prendre. Ok, parce que tu voulais pas utiliser le même fournisseur pour améliorer la qualité, tu voulais changer de fournisseur? Le fournisseur qu'on avait, c'était un mauvais fournisseur. La qualité était pas top. On avait fait venir V-Trust pour qu'ils vérifient la qualité des produits. Même C'est eux nous avaient dit. un organisme d'inspection externe. Eux-mêmes nous ont dit non, la qualité est vraiment pas top. Faut changer d'usine. Et en fait, on pouvait pas prendre le risque. Donc du coup, une fois qu'on s'est fait copier en fait par une autre entreprise avec une qualité qui avait l'air d'être beaucoup mieux, on s'est dit ok, là on part avec eux, on peut changer. Et là, du coup, on en a profité pour améliorer notre produit sur plusieurs aspects. En gros, quand tu dis copier, ça veut dire qu'il y a une autre entreprise qui a commencé à faire un listing avec votre produit sur Alibaba? Exactement. En fait, c'est un autre fournisseur qui a mis le listing et pour lequel la technique du brevet ne fonctionnait pas. Ok. Donc Alibaba nous a dit allez voir ça au tribunal. Nous, c'est plus notre problème. Et là, du coup, on s'est dit ok, on s'est fait Pourquoi sur copier. celui-là, ça marchait pas et sur tous les autres, ça avait marché? En fait, les autres fournisseurs, eux, ils avaient peur, ils supprimaient le listing, Ok. tout simplement. Lui, il avait un peu moins peur. Ok. Donc, il a un peu une tête brûlée. Il a dit non, moi, je ne supprime pas. J'ai le droit. Votre brevet, on a qu'à aller au tribunal, on verra. Du coup, bon, à partir de là, on s'est dit bon, bah, ils vont nous copier. On va regarder leur qualité un petit peu. Ok, de bonne qualité. On dit écoutez, nous, on fait du chiffre. Vous voulez travailler avec nous? On nous dit ah, bah ouais, pas de souci, vous êtes numéro 1. Ok, on travaille avec vous. Et du coup, depuis, on travaille avec eux. Là, on les a vus à la Canton Fer et tout. Et vous avez réussi à négocier un contrat d'exclusivité avec eux pour pas qu'ils produisent pour d'autres personnes ou pas? Exactement, on a voulu avoir un contrat avec eux, on a réussi à l'avoir, mais on sait très bien que derrière, personne n'est vraiment là pour vérifier. Il y a d'autres entreprises aussi, d'autres fournisseurs qui produisent le même produit. Donc au final, c'est très compliqué à vérifier. La seule chose qu'on peut faire, c'est faire de grosses commandes. Et comme ça, ils n'ont pas le temps de produire pour les autres. Autres. Et du coup, tu disais que tu les as rencontrés à la Canton Fer. C'était quand ça? Canton Fer, c'était en octobre. Donc du coup... Là, octobre qui vient de passer? Octobre 2023. Du coup, on allait dans l'usine, on a mangé avec eux plusieurs jours, ils nous ont payé l'hôtel, vraiment accueillis comme des rois. Super. On a vu vraiment toutes les chaînes de production, on a fait des réunions avec eux, on a renégocié le prix. On a été accompagnés aussi. On était accompagnés d'un intervenant français, franco-chinois, je peux dire ça comme ça, traducteur. Et ouais, vraiment une très bonne expérience de voir comment ça fonctionne là-bas. Okay. Et de voir vraiment les personnages en fait, avec qui on parle derrière, parce que sur WeChat, on parle avec eux, mais on ne se rend pas compte en fait, comment ça fonctionne derrière. Ils sont vraiment très... Et puis je pense que de voir toute la ligne de production, ça peut être intéressant pour toi pour comprendre mieux comment ton produit était créé, etc. Et les problématiques qu'ils doivent traiter. Et donc peut-être ça fluidifie les rapports, les relations avec eux. Exactement. On voit beaucoup mieux, on se rend plus compte comment ils font, qu'est-ce qu'il y a, les contraintes. On a pu aussi tourner pas mal de vidéos promotionnelles. Donc ça, c'est pas mal aussi pour encore une fois, l'image de marque. Ok, donc du coup, c'était une super expérience. Et au-delà de visiter ton usine, est-ce que tu as profité également de ton voyage en Chine pour sourcer d'autres produits? Est-ce que tu as vu d'autres pépites que tu pourrais sortir dans le futur? Totalement. Alors, mais pas exactement à la Canton Fer. Okay. Donc, il y a la Canton Fer qui, grosso modo, si on doit le comparer à un site internet, c'est Alibaba. Dans la vraie vie. Voilà. 65 000 mètres carrés d'exposition. Ouais, c'est énorme. Je sais plus, c'est énorme. C'est énorme, limite, c'est trop, j'ai envie de dire. Tu as fait les 3 phases ou tu as fait juste une phase? J'ai fait juste une phase. Mais par contre, là, on a commencé à vraiment trouver nos produits. C'est à la China Gift Fair. Donc, en fait, si vous voulez, Canton Fer, c'est Alibaba. China Gift Fair, c'est le 1688. Donc, c'est vraiment que pour les Chinois. Vous y allez, on était les seuls Européens. Que des Chinois. Et c'est une foire qui se déroule en parallèle, c'est à peu près aux mêmes dates, il me semble, non? C'est à peu près aux mêmes dates, effectivement, mais c'est pas dans la même ville. Donc vous avez Guangzhou, là où il y a la Canton Fer, et à côté, il y a Shenzhen. C'est à peu près quoi, 1 heure, 2 heures de train? Ouais, c'est 1 heure de train, ouais. En 1 heure, vous y êtes, et là, c'est la China Gift Fair, en fait, c'est la Canton Fer pour les Chinois. Ok. Donc là, vous trouvez vraiment... 1688. Ouais, exactement. Et du coup, vous trouvez les fournisseurs chinois directement, c'est même pas ceux qui vendent sur Alibaba, c'est vraiment... pour les Chinois. Okay. Donc en fait, les nouveaux produits que vous ne voyez pas encore sur Alibaba, ils sont là-bas. Donc petit tips, allez à la China Gift Fair. Super bon tips. Je ne l'ai pas fait celle-ci, j'en ai fait quelques-unes en Chine, mais pas celle-ci. Okay. Et du coup, voyage super productif et avec plein d'idées pour la suite et t'en tires une bonne expérience d'avoir été en Chine. Tu le recommandes d'ailleurs?
D'aller en Chine pour trouver des produits, je le recommande. Ok. D'aller en Chine pour visiter ou aller en voyage, faut être solide. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ils sont spéciaux un peu, les Chinois Ah bah en c'est Chine. c'est un autre monde, hein. Si, C'est un si autre t'avais monde. pas trop fait l'Asie, c'est vrai que t'es vraiment dans une bulle. Bah, justement, l'Asie, j'ai déjà pas mal fait, Ah ok. mais la Chine, c'est vraiment chacun sa peau. Personne ne vous aide. Pour prendre un billet de train, c'est une Ah ouais, c'est un horreur. pays individualiste. Exact. Ouais. En fait, ils veulent pas de touristes. Ouais. Mais on arrive, pas de touristes. Moi, j'ai jamais senti d'agressivité ou de négativité envers moi, mais c'est vrai que quand j'y vais, je suis vraiment dans ma bulle. Mm. Je suis avec mes podcasts, je vis ma vie et c'est tout. Et Exactement. Ils sont très gentils. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si vous êtes perdu, vous n'attendez pas qu'un Chinois vienne vous voir et vous dites ah, vous voulez aller bah, où déjà, il y a peu de chances qu'ils parlent quelque chose que tu puisses parler toi. Exactement. Ouais. Ils parlent pas anglais en plus. Ouais, la Donc, plupart. Ouais. C'est assez compliqué de ce côté-là. Mais c'est une expérience. Enfin, moi, ça fait partie de. Ça a été ma première claque en termes de voyage de ma vie. C'est quand je suis allé en Chine la première fois, vraiment. ouais, c'est quelque chose. Après, tout ce qui est usine, ils sont très gentils. Ils ont l'habitude de parler avec les Européens, etc. Mais ouais, dans la ville, c'est pas la même chose. Du coup, tout à l'heure, quand tu disais que tu étais dans l'usine, tu faisais du contenu également pour tes réseaux sociaux, pour ton image de marque. Est-ce que tu peux nous parler de comment vous utilisez justement les réseaux sociaux pour booster vos ventes sur Amazon? Et également, est-ce que ça faisait partie des techniques que vous avez utilisées pour ranker au départ votre produit sur Amazon? Alors totalement, les réseaux sociaux nous aident énormément aujourd'hui à faire des ventes. On n'a pas de lien direct, c'est-à-dire on n'a pas un lien qui redirige directement sur Amazon ou sur notre site, mais en fait, ça va être plutôt des petites vidéos sur Instagram, des réels, sur TikTok et sur YouTube aussi. On va aider la personne à utiliser le produit correctement. Et en fait, c'est pendant le Covid aussi, il y a eu beaucoup plus de personnes sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Mhm. C'est là que les vidéos ont un peu pété, on a fait un peu de publicité également. Et du coup, c'est vraiment les réseaux sociaux, ça nous a propulsé un petit peu. On a aussi utilisé des comptes Instagram qui sont nichés dans Dans votre thématique? notre thématique et qu'on paye en fait tous les mois. Et en fait, ils postent à chaque fois des vidéos de notre marque. Ok. Et du coup, c'est pour ça que les futurs clients, en fait, ils voient déjà le logo, ils voient déjà le produit, ils le découvrent parfois. Et du coup, ils viennent automatiquement sur Amazon, ils tapent le mot-clé, ils nous trouvent et ils achètent. Ok, donc du coup, vous avez deux présences, on va dire. L'une qui va être vraiment contrôlée puisque c'est votre marque. Vous avez un compte, c'est ça, enfin plusieurs comptes sur chaque réseau social avec votre marque où vous allez faire des tutoriels sur votre produit, comment l'utiliser, etc. Et des vidéos peut-être autour de ce produit. Et puis, vous avez aussi la partie où là, vous allez dénicher des influenceurs ou des groupes Instagram pour qu'ils utilisent votre produit et qu'ils en fassent la publicité. C'est ça? C'est exactement ça. Après, on a aussi plusieurs chaînes YouTube dans toute l'Europe. Donc, pour un petit info, je crois qu'on a 200 000 vues en Russie. On en a également en Bulgarie, en Slovénie, en Allemagne, en Italie. Et du coup, quand tu dis on a des comptes, c'est des comptes qui sont à vous sous votre nom de marque ou c'est des comptes d'influenceurs que vous payez? C'est nos comptes à nous qui sont sous notre marque à nous. Mais du coup, vous ne parlez pas bulgare ni slovaque, j'imagine. Effectivement, on ne parle pas slovaque, bulgare ou même russe. Mais grâce à la plateforme Fiverr, on peut facilement trouver des personnes qui vont mettre des voix en fait, par-dessus Ok, la vidéo j'ai compris. avec des sous-titres. Et du coup, en fait, on a adapté chaque pays. On a une personne qui fait la voix, la voix. Donc le process de production, c'est vous faites une vidéo en français et ensuite vous trouvez des gens pour faire du dubbing, en gros mettre une autre voix d'une autre langue au-dessus de la vidéo originale. C'est ça? Exactement. Ok, et ça vous permet de dispatcher partout. Exactement. Ok, waouh. Et au-delà de la partie réseaux sociaux, vous faites autre chose en termes de technique pour ranker sur Amazon? Alors, pour être en haut du panier, on va avoir un prix compétitif, puisqu'on fait de la grosse quantité, donc on peut se permettre d'avoir des prix attrayants. On va faire de la publicité, donc du PPC sur Amazon, des petits coupons, des petites réductions de temps en temps. Et également, au tout début de notre listing, on a fait le Club Vine pour avoir une trentaine de reviews par produit. Également, là où on a une bonne stratégie, c'est de réunir nos deux produits sous la même fiche produit. Comme ça cumule les commentaires en fait de chaque produit, c'est ça? Exactement. Du coup, on a beaucoup plus de reviews, de commentaires, et des commentaires qui sont également disponibles sur toutes les marketplaces, qu'on soit aux États-Unis, au Brésil, en Europe. Ça aide du coup pour les lancements dans des pays où tu n'étais pas encore implanté, puisque depuis peu, enfin maintenant ça commence à faire 2 ans, facile. Amazon a mis en commun tous les commentaires de peu importe les plateformes. Donc c'est vrai que c'est bien utile. Exactement. Ça fait vraiment un plus. Bien sûr. On peut vraiment arriver dans un pays et bon, ok,
On a des milliers de reviews, c'est bon. Combien de personnes travaillent sur le business? Parce que là, j'imagine que ça prend quand même pas mal de temps s'il y a la partie réseaux sociaux et puis la gestion du business Amazon FBA. Donc, il y a toi, ton associé. Jusqu'à récemment, on n'était que 2. Ok. Là, actuellement, j'ai un membre de ma famille qui s'occupe d'Amazon. Donc là, on est vraiment dans une partie où on essaie de déléguer au maximum. Ok. Donc lui, c'est un peu un homme à tout faire. Ok. Il va gérer Amazon, il va mettre du Walmart, du Temu. Ah, vous allez même sur Temu maintenant? Maintenant, là, c'est en cours, là, justement. Il n'a Ok. pas encore la tâche, là, mais il va l'avoir. En regardant la vidéo, il sait Ouais, maintenant. ouais, exactement. Et du coup, ouais, il gère un peu tout, même tout ce qui est paiement, TVA, tout ça. Voilà, il fait tout. Ok, donc il fait tout. c'est une sorte d'assistant principal à tout faire, on va dire. Exactement, c'est un Ok. assistant à tout faire, en qui j'ai 100% confiance. Donc Puisque c'est la famille, c'est la donc, famille, donc top. top. Et ensuite, on va avoir des équipes de monteurs maintenant qui vont faire les vidéos pour TikTok, Instagram. Mais bon, ça, c'est plutôt externe. C'est vraiment Les freelancers, les freelancers. c'est Voilà. pas sur le payroll, vous payez pas, enfin vous payez tous les mois, mais en fonction de la prestation. C'est pas Exactement. vos salariés, quoi. Exactement. C'est Ok. vraiment quelque chose d'automatisé. On leur a dit voilà, faites des vidéos, gérez, vous savez ce que vous faites, faites-le. Et puis voilà, sinon on est 2 ou 3 du coup. 3 avec Trois maintenant avec la nouvelle personne qui est intégrée, ok. Et en termes de répartition des tâches et des compétences entre toi et ton associé au départ, pourquoi vous avez fait cette association et quel est l'équilibre que vous trouvez dans cette association? Alors, lui, il va être concentré sur tout ce qui est image de marque. C'est vraiment son boulot. Tout ce qui est réseaux sociaux, image de marque, packaging, photos, les vidéos YouTube sont incroyables. Clairement, on ne pouvait pas mieux faire. Ok. Et moi, je vais gérer plutôt tout ce qui est Amazon, les stocks, les paiements, tout ce qui est argent. C'est moi qui vais gérer. Je crois qu'il ne sait même pas combien d'argent on a. Et vraiment, voilà, on est lui, image de marque, et moi, vraiment plutôt les chiffres. Et du coup, ça a fait un bon équilibre entre nous deux, et c'est pour Vous ça êtes que ça matche bien. Concrètement complémentaires. Clairement, ouais, Top. totalement. Top, top. Et en parlant justement de l'organisation de ton équipe, est-ce qu'on peut parler aussi de comment toi tu t'organises en termes de tâches? Qu'est-ce que tu fais dans la journée? Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Voilà, si tu peux nous dire un peu une journée, à quoi ça ressemble quand on a un business à ta taille. Alors, on va commencer par ce que j'aime pas faire. Donc, ça va être plutôt tout ce qui est publicité, PPC, gérer les petits problèmes d'Amazon, le titre a changé, la version ne fonctionne plus. Voilà, des petites choses, Galère problèmes du quotidien. logiciels. Il faut toujours rester en fait en veille. Ouais. Tout ça, maintenant, je l'ai automatisé, du coup, avec mon assistant, la personne de ma famille qui gère ça nickel. Donc ce que tu n'aimes pas faire, finalement, tu termines à ne plus le faire là. Exactement. Ok. Donc là, en ce moment, je suis plutôt pas mal. Ce que je préfère faire, c'est tous les matins regarder combien de bénéfices je me suis fait la veille. Ouais. Ça, Ou c'est- dans la nuit, puisque tu as le décalage avec les États-Unis. Exactement. Donc ça, c'est vraiment la routine. Et ensuite, comment je vais organiser ma journée? Eh bien, je vais avoir des petites disciplines, plutôt de vie, où voilà, je vais avoir des petits tableaux à cocher tous les jours. Voilà, je vais les remplir, ou je vais me former, faire du sport. Et ensuite, tout ce qui vient pour Amazon, ça va être un peu suivant les tâches qu'il y a à faire. Donc, envoyer du stock, ça, je ne l'ai pas encore automatisé, parce qu'on est quand même sur beaucoup de stock. Comme on est avec 2 produits, c'est notre business principal, on ne peut pas se permettre d'avoir un problème de stock. Ça serait dramatique pour le coup. Du coup, ça, pour le moment, je le gère. Je vais le sous-traiter plus tard. Tout ce qui est paiement aussi avec les Chinois, donc les gros paiements, ça, c'est moi qui vais le faire. C'est des choses que ça va, j'aime bien. Faire des gros paiements, Ça va, Voilà. tu sais que tu sors d'un côté, mais que ça va rentrer dans le... Exactement. Ça fait toujours plaisir de voir que même niveau paiement, en fait, on tape des records, on paye toujours plus de grosses commandes. Ça fait tu plaisir. sens une progression, que ton business devient de plus en plus gros. Exactement. Quand tu parlais de tableau tout à l'heure, tu utilises un outil en particulier ou tu as un tableau fait à la mano sur une feuille? J'ai un tableau fait à la mano. Ok. Ouais, parce que je suis pas trop tout ce qui est Excel, à la Yomi Denzel. Ça, c'est quelque chose, le fichier, je le laisse dans un dossier, en fait, je l'oublie. Là, j'ai un tableau blanc à côté de mon lit accroché, avec mon petit tableau écrit à la main. Avec des choses que tu dois faire tous les jours et Exactement. que tu essaies de Et faire. en fait, je mets une petite croix. Et en fait, au bout d'un moment, si un jour, je mets pas de croix, 2 jours, je mets pas de croix, je vais regarder le tableau et je me dis, ouais, non, là, il y a un problème, faut que je me reprenne en main. Ok, très intéressant. Maintenant, est-ce qu'on peut parler un petit peu de tes objectifs pour cette année en termes de chiffre d'affaires? Donc, tout à l'heure, tu as dit que tu allais aller chercher les 5-6 millions. Est-ce que tu as des nouveaux produits que tu voudrais sortir? Est-ce que tu penses déjà à faire une sortie sur ton business, c'est-à-dire le revendre? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez avec votre associé? Alors, on a pensé à vendre d'autres produits avec d'autres marques, mais on s'est dit que ça valait peut-être pas le coup. On a pris un peu l'exemple du petit bonhomme qui fait son petit trou, qui fait plein de petits trous partout pour trouver un trésor. Au final, il trouve rien. Alors que celui qui creuse, il trouve un trésor, il continue, il en trouve un deuxième.
On est plutôt de cette mentalité-là. Du coup, on continue avec notre business, on pousse au maximum. Surtout là, vous avez un blockbuster qui a besoin de cash pour soutenir la croissance, donc ça fait pas sens de vous éparpiller en fait. Exactement. On pourrait peut-être lancer d'autres petits produits, mais vu les chiffres qu'on fait actuellement, ça vaut pas le coup. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer plutôt de faire des kits, de vendre d'autres produits qui sont complémentaires pour en fait augmenter le panier moyen du client et du coup avoir une marge plus élevée. Ok, donc ça va être des kits autour de ce produit principal. C'est des petits ajouts d'accessoires, des choses comme ça. Exactement. Exactement. Et plus tard, du coup, en 2025, potentiellement revendre la boîte, que d'un moment, il faut quand même reprendre l'argent. Donc 2024, faire la meilleure année. 2025, commencer à, même un petit peu avant, commencer à parler un petit peu avec les intervenants. Ça peut prendre du temps, le process de vendre un business. Donc, fin 2024, là, il faudra commencer à regarder ça. Exactement. Et tu penses que tu seras arrivé au plus haut de ce que tu peux l'emmener? C'est une bonne question. Je pense qu'on peut aller plus haut en mettant en magasin directement. Mais ça, c'est un autre business, se renseigner. C'est autre chose. Ouais. C'est plus compliqué. D'ailleurs, on a notre concurrent américain qui, lui, l'a mis à Walmart. D'ailleurs, on a été en contact avec lui. Ça, c'est une petite anecdote pas trop mal. Donc, la personne que vous avez copiée, finalement, vous avez réussi à rentrer en contact avec lui? Exactement. C'est lui qui nous a contactés. Il nous a dit on fait un Google Meet, on parle. On a parlé, très gentil, sans rancune. Il savait que dans tous les cas, il allait être copié un jour. Il a dit autant que ce soit vous que ce soit quelqu'un d'autre. Puis voilà, on a parlé un peu du business. On s'est rendu compte qu'on est on a les mêmes problèmes, les mêmes. Et lui, il est concentré vraiment Walmart, donc grande distribution. Et vous avez un peu le monopole, on va dire, sur Marketplace, Amazon. Exactement. Lui, de base, il s'est concentré uniquement États-Unis. Maintenant, il est Walmart. Amazon, il a un peu laissé tomber. Et nous, on est full Amazon. Donc là, on est premier Amazon en Europe et aux US. Donc du coup, possiblement Exit, donc sortie en 2025, ça sera un bon sujet d'interview, je pense. Ouais, exactement. Puisque ça fera une belle vente. Je pense qu'on sera au moins dans les 2 millions et quelques, 2-3 millions quasi. Ouais, 2-3 millions. Ouais. On espère plus. Ouais, on espère toujours plus. Ça dépendra des multiples à ce moment-là. Ça dépendra s'il y a de la free money qui arrive et qu'il y a des agrégateurs qui ne savent pas comment dépenser leur argent, comme ça a été le cas pendant le Covid. Exactement. Où là, les multiples étaient super hauts. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donnera à ce moment-là. Et puis, c'est un produit aussi où il y a une présence sur les réseaux sociaux. Et aussi Japon, Australie. Enfin, on peut le vendre partout, ce produit. Ouais. En fait, si on nous donne beaucoup plus d'argent, on pourrait potentiellement le vendre vraiment partout dans le monde. Donc, en fait, il y a plus d'argent à se faire. OK. Ça, c'est intéressant pour un agrégateur. Dans sa vision, il sait qu'il a de l'upside en t'achetant ton business. Donc, ça sera un bon point de vente. C'est un win-to-win, encore une fois. Ouais. Et puis, avec ce côté, les brevets déposés, le côté que ça soit assez unique, que vous ayez vraiment un monopole sur le marché et sur beaucoup de marchés, c'est quelque chose qui intéresse les agrégateurs. Ça, c'est un gros point fort et c'est ce qui va augmenter votre multiple à la revente. Tout à l'heure, on parlait un peu d'organisation de la journée. Je vais revenir là-dessus. Est-ce que tu as des outils que tu utilises au quotidien, que ce soit en productivité, gestion de ton business Amazon, banking, que tu voudrais partager et qui sont vraiment utiles à ton business? Alors, je vais utiliser les outils que tout vendeur Amazon utilise. Helium 10, Shopkeeper. J'ai utilisé aussi Sellerboard. OK. Je trouve que Shopkeeper est mieux. On est d'accord. Mais Sellerboard est moins cher, donc il y a pas mal de gens, les débutants, qui vont préférer Sellerboard, mais clairement, Shopkeeper est supérieur. Exactement, on voit mieux pour tout ce qui est marketplace. Shopkeeper, c'est pas mal. Je vais utiliser Notion. J'ai utilisé Asana aussi. Notion, ça a été un peu une hype à un moment, je trouve. Tout le monde utilise Notion, du coup, on allait dessus. Et finalement, c'est pas si incroyable que ça. Vous l'utilisez toujours ou pas? Du coup, oui, puisque y a nos monteurs qui sont dessus. Pour la communication, maintenant, on est un peu bloqué. Mais bon, c'est comme ça. Après, c'est quand même une bonne plateforme. C'est toujours ça qui est dur avec le choix d'un nouvel outil, parce qu'une fois que tu l'intègres au workflow, après, c'est difficile aussi de revenir en arrière. Exactement. Donc, bon, c'est comme ça. Notion. Asana, c'est, j'imagine, pour discuter avec tes équipes. Asana, c'est comme Notion un petit peu. C'est pour les tâches. Bêtises. J'ai confondu avec Slack. Excuse-moi. Ouais. Donc, c'est une sorte de Trello Asana, si je dis pas de bêtises. C'est un peu en Kaban et ça permet d'organiser les tâches, c'est ça? Exactement. Ouais. J'utilise également Slack maintenant pour tout ce qui est gestion des campagnes publicitaires avec Shopify. Donc là, c'est uniquement parce que l'agence utilise Slack. Ouais. Ils t'ont mis dans un Slack et, c'est là où tu communiques avec eux. Ouais. Exactement. Sinon, au niveau bancaire, je n'ai pas spécialement de recommandations. J'utilise Ushed pour le numéro de téléphone. Super pratique. Rien à redire. C'est impeccable. Et pour me connecter à Amazon, ça, par contre, on va utiliser une virtual machine. Donc, on a pris la décision pour éviter d'être banni, d'avoir des problèmes avec Amazon, d'avoir un ordinateur situé aux États-Unis
Toujours la même adresse IP, même endroit. Parce que tu voyages pas mal, ouais. Donc il y a ce danger-là si tu te connectes dans des Airbnb où il y a eu d'autres vendeurs Amazon FBA, etc. Effectivement, ça peut être problématique. Exactement. Le risque que le robot derrière sur Amazon, parce que c'est un robot, voilà, on ne sait pas trop comment il fonctionne, c'est un peu flou. Bon, si voilà, il dit compte suspendu, ok, c'est un problème. Ça nous est déjà arrivé dans le passé. Ok. On a réussi à s'en sortir. Ça a mis du temps. Mais du coup, là, à notre niveau, on ne peut pas se permettre encore d'avoir ça. Donc, du coup, vous avez un ordinateur dans les nuages, on va dire, qui est situé aux États-Unis. Et en fait, toi et ton associé, vous pouvez vous connecter sur cet ordinateur à distance. Et ça vous permet d'ouvrir les pages Internet et d'aller sur Amazon, c'est ça? Exactement. Comme ça limite le risque avec le. Et pareil, pour ton assistant, il a également accès à ça, j'imagine. Il a une machine virtuelle pour lui. Séparée. Séparée. Ouais, Donc on lui a fait un compte. Voilà. Cloisonné. Il a fait ça bien, comme ça, il n'y a pas de problème. Super, je pense que c'est un bon tips aussi pour ceux qui voyagent pas mal. Si vous allez dans des Airbnb, des choses comme ça, il y a un petit danger quand même. Donc là, au moins, vous prenez aucun risque. Exactement. Donc on a parlé beaucoup du côté Amazon business, de ton côté perso, vie. Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir ce business en ligne en termes d'organisation de ton temps, en termes peut-être de possibilités de voyage, d'investissement? Voilà, si tu peux nous partager un petit peu comment ça a changé ta vie, entre guillemets. Alors au début, c'était un peu compliqué avec les études, le travail. J'avais pas énormément de temps. Du coup, ça m'a coûté mon diplôme. J'ai pas été diplômé pour ça. J'ai refusé de redoubler pour justement continuer sur le business. Petit à petit, une fois que je suis arrivé sur Amazon, j'ai commencé à faire pas mal de chiffres. Je me suis dit, OK, donc là, je commence à avoir un peu plus de temps. J'ai commencé à ressentir un peu plus de liberté. Vraiment, ça fait un bien fou. J'ai pu voyager. Donc, du coup, je suis parti en 2020 en Thaïlande, juste puis au moment du Covid. Du coup, je me suis resté bloqué en Thaïlande 6 mois. Donc, c'est là où le business en plus pétait. Donc, beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'argent. Incroyable. Et là, actuellement, j'ai beaucoup plus de temps. Je voyage quand je veux, un peu du jour au lendemain. Donc, la semaine prochaine, j'ai envie de partir. Je pars. Ça, c'est vraiment bien. Je me rends compte vraiment que j'ai du temps quand je suis en plein milieu de semaine avec ma famille, mes nièces, mes neveux, et que je me dis que normalement, comme la plupart des personnes, je suis censé être au travail, bloqué derrière un bureau. Et là, c'est là que je me dis, OK, là, j'ai ma petite victoire, j'ai ce que je voulais en fait. Super. Et en termes d'investissement, tu as fait des choses ou pas? En investissement, j'ai investi au Portugal, dans l'immobilier. Okay. Donc Lisbonne, Albufeira, pour ceux qui connaissent. Et j'ai investi en bourse, donc les intérêts composés. Et j'ai également investi là récemment en crypto-monnaie par rapport au halving. Ceux qui connaissent, c'est un peu technique pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup, voilà, quelques investissements vraiment pour avoir d'autres revenus passifs. Okay. Et vraiment, l'objectif, c'est si demain, il n'y a plus Amazon, pour X raisons, eh bien, j'ai toujours des revenus qui rentrent et je suis toujours libre financièrement. Et est-ce que tu aurais des objectifs perso que tu voudrais partager au-delà du business Amazon FBA? Alors, ça va rester en rapport avec Amazon, mais j'aimerais accompagner les personnes, les débutants qui viennent, qui ne se rendent pas vraiment compte de la puissance d'Amazon, et vraiment les accompagner à commencer à vendre leurs premiers produits, à faire vraiment du chiffre. Parce qu'il y a pas mal d'erreurs qu'on peut faire quand même. Faut être formé, faut bien suivre. Et j'ai remarqué avec quelques amis que j'ai accompagnés que des fois, en fait, ça paraît pas évident à leurs yeux, alors que pour moi, maintenant, c'est totalement logique. Et c'est quelque chose que tu aimes bien faire? Exactement. J'adore aider les personnes à progresser et en fait, les voir qu'ils gagnent de l'argent et qu'ils sont libres financièrement. Là, je me dis, OK, ça, il va me comprendre un petit peu et il va aussi rentrer dans mon équipe un peu de, OK, voilà, on est libre financièrement, on fait notre business, on progresse. Ça se trouve, il va même apprendre des choses plus tard et voilà, c'est vraiment monter un petit groupe et progresser ensemble. Si demain, tu devais recommencer, quel serait le conseil que tu donnerais à toi-même? Alors, aller sur Amazon directement, pas sur le dropshipping. Dropshipping, c'est bien pour gagner un peu d'argent. Mais Amazon, c'est vraiment du long terme. Se former. Parce que pour le coup, une fois que j'ai accès à ta formation, je me dis, OK, là, j'ai énormément d'informations très utiles, énormément de contacts aussi, que j'utilise encore aujourd'hui. Vraiment faire une image de marque, vraiment quelque chose de qualité. Et vraiment Amazon, tout simplement.
Ça me paraît être un bon conseil. Et du coup, pour ceux qui se lanceraient sur Amazon, qui nous regardent, là, qui sont aspirants vendeurs, est-ce qu'il y aurait d'autres conseils en plus de ce que toi, tu te donnerais à toi-même de quand tu as commencé? Pour commencer sur Amazon, généralement, les personnes se sont fiées un peu à leurs émotions. Ils vont regarder un produit et vont dire, bon, ce produit, il a l'air de fonctionner. Je pense que. Mon intuition me dit que aux États-Unis, il ne fonctionne pas, mais en Europe, il va fonctionner. Je dis non, il faut regarder les chiffres. Les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Il y a plein de produits qu'on peut copier, juste copier, même sans amélioration, et gratter un peu une part du gâteau. Et ensuite, on peut améliorer, on peut rajouter des petites choses, faire des petits kits. Mais vraiment se baser sur le chiffre et pas sur ce qu'on pense, en fait. Du coup, l'utilisation d'applications comme Helium 10 ou Jungle Scout. Helium 10, incroyable. On peut savoir les chiffres, nombre de ventes. On peut voir tellement de choses. La première fois que tu l'as utilisé, ça t'a impressionné, le fait que ça soit accessible finalement, cette data? La première fois, c'était Jungle Scout, pour le coup. Okay. Mais ouais, incroyable. Ouais. Comment ça se fait qu'on peut voir c'est tout game ça changer. C'est comme si tu pouvais aller dans n'importe quelle boutique et savoir exactement quel produit gagne tant, etc. Enfin, c'est incroyable. J'étais un peu en colère. Ah bon? Je me dis, bon, j'ai mon produit dans le lot. Il ne faudrait pas que les autres le voient trop. Exactement. Je me dis, bon, je suis pas sous les radars, quoi. Mais ouais, non, incroyable. Incroyable. Je pense que c'est un bon conseil, se fier à la data et pas forcément à ce qu'on aime soi. C'est souvent une erreur que les gens font. Ils ont une passion ou un truc qui leur est vraiment propre et finalement, c'est pas ce que le marché veut. Et sur Amazon, il faut être pragmatique. C'est qu'est-ce que veulent acheter les gens? Les chiffres, c'est ça. Et aller là-dessus et pas se poser 1 milliard de questions. Exactement. Du coup, je pense que ça fait un bon mot de la fin. On va pouvoir clôturer le podcast là-dessus. Je te remercie énormément d'avoir pris le temps de venir partager ton histoire. Merci à toi. Je pense que ça sera super inspirant pour tous ceux qui nous regardent, qui sont aspirants vendeurs. J'espère aussi. Et j'ai surtout hâte de faire la version 2 de cette interview, donc de voir comment ça va continuer, de voir si tu vas monter encore plus le business ou si tu vas décider de le vendre. Je pense que ça va être... Ça, on verra ça dans le futur, pour la prochaine vidéo. 2025, le rendez-vous est donné. Et puis la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez suivre la même formation qu'Alexandre a suivie, eh bien, je vous mettrai toutes les informations juste en dessous en description. Donc c'est la Super Seller Academy, c'est une formation Amazon FBA dans laquelle vous allez retrouver du contenu vidéo avancé. Et en plus de ça, vous aurez également accès à un mastermind, donc un groupe d'échange avec des entrepreneurs de différents niveaux qui s'entraident au quotidien pour aller encore plus vite dans cette aventure. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous aurez toutes les informations juste en dessous. Et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. À très bientôt. Ciao. Bye bye.